Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve ce soir avec Franck Cussac qui va nous présenter Docker Build et ses layers. Bonjour Franck. Salut Olivier. Comment ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Bah oui, en forme. Donc on approche de la fin de l'événement, donc merci de nous retrouver, hein. Je vous rappelle que c'est l'événement Paris Container Day. Vous êtes là depuis hier déjà, sans doute pour nous suivre. On espère que tout se passe bien. Si vous avez des talks que vous n'avez pas pu voir, je vous rappelle que vous pouvez les revoir en replay. Vous avez aussi un certain nombre de talks qui sont uniquement sur la session replay. Sans doute que vous avez déjà pu en visionner quelques-uns. On a des speakers qui ont envie d'avoir des questions pour ces talks. Donc n'hésitez pas à donner vos feedbacks ou poser des questions dans les commentaires. Ils se feront une joie d'y répondre. Il y a certains speakers qui m'ont déjà dit qu'ils étaient prêts à enregistrer une vidéo par la suite pour pouvoir y répondre. Donc voilà, ces talks-là, c'est pas parce que les speakers les ont enregistrés qu'il n'y a pas un minimum d'interactivité aussi. Voilà, je vous propose qu'on commence dans 1 ou 2 minutes, si tout est bon pour vous. Franck, t'es OK pour ça? Ouais, très bien. Est-ce qu'en attendant, on peut pas un peu discuter de choses qu'on a pu retenir aujourd'hui pendant ce Paris Container Day? Bah oui. Quel est le talk que tu as préféré, toi? Alors moi, franchement, il y a un talk, pour moi, ça a été un peu un coup de cœur. C'était celui d'hier soir avec Aurélie et Gaël. Euh, Elles ont mis une énergie dingue dans leur slot et franchement, il y a des petits tips comme ça qu'elles ont donné sur des plugins Kubernetes que j'ai adoré, comme NIST pour récupérer des manifestes tout propres ou le truc aussi qui permettait de récupérer directement les valeurs des secrets en clair. Moi, c'est le slot pour le moment que j'ai préféré. Effectivement, combien de fois ça nous arrive à la main de nettoyer des manifestes ou d'aller chercher des secrets ou des certificats. Et donc là, effectivement, ils nous ont filé des petits tips et nous ont dit comment développer en plus ces plugins. Ouais, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Bah ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé également le talk des conteneurs dans des conteneurs maritimes ce midi. Il y avait vraiment de très belles choses et plein de bonnes pratiques et comment faire quand on n'a pas du cloud à dispo. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on va y aller? Bah, je pense qu'on peut lancer. Allez, bah c'est parti. Donc, je vais récupérer le partage d'écran. Et ben, je te retrouve tout Euh, à l'heure pour des questions. ouais, Franck, super. Allez, à tout à l'heure. à tout à l'heure. Alors, eh ben, bonjour à tous et bienvenue sur ce slot dans lequel on va parler de Docker et de comment Docker construit une image. Qu'est-ce qui se cache derrière en fait cette commande Docker build? Je vais commencer par par me présenter. Donc, je m'appelle Franck Cussac. Je suis dev à la fois dans la data et dans le cloud. Ça fait 3 ans maintenant que je suis dans le domaine de la data, un peu moins dans le cloud. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine et que j'ai eu l'opportunité aussi de travailler dans ce secteur. Donc mon travail principal, c'est d'être consultant donc en data cloud, mais à côté de ça, je suis également formateur sur Kubernetes et sur Spark. Les présentations étant faites, nous allons pouvoir donc rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Docker. Et et au programme, nous allons apprendre ensemble qu'est-ce que sont les steps dans la construction de Docker et les images ID qui sont générées. Qu'est-ce que le cache, comment Docker utilise le cache et à quoi ça sert. On va voir aussi ce que sont que les layers, des choses que Docker crée pour pouvoir créer son file system. Et enfin, les intermédiaires de containers que vous avez peut-être pu voir dans les logs d'un Docker build et vous êtes peut-être déjà demandé mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Nous allons également déchiffrer tout ça. C'est parti pour Franck, commencer. Ouais. je suis toujours là. Ah, il y a une petite intervention de Olivier. J'espère que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème technique sur la régie. On va rapidement. Ouais, non, c'est bon. Tout se passe bien sur la régie. Ok, tout se passe bien sur la régie. Je pense qu'il y avait un petit souci sur le partage d'écran. Vous n'avez peut-être pas vu le début, mais c'est pas très grave puisque c'est maintenant que commence le vrai slot. Donc, comment Docker construit-il une image? Pendant ce slot, donc, on va avoir un petit Dockerfile fil rouge sur lequel on va travailler ensemble
Donc, très basique, hein, ce Dockerfile. Hop, je vais prendre le pointeur laser. On commence en se basant sur une image Ubuntu 19.04. On lance une commande qui va être assez longue, hein, apt update, apt install. C'est quelque chose qui va être assez long à faire et qui va nous permettre un peu d'observer ce cache. Et ensuite, 3 groupes d'instructions qui se ressemblent, hein. On fait un workdir puis un ls, on fait un cd puis un ls, et enfin en une seule commande cd plus ls. Nous allons voir un peu, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait dans la construction de l'image. Et enfin, là l'image, tout ce qu'elle fait à la fin, c'est un curl sur google.com, mais c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. C'était juste pour mettre un cmd pour aller exécuter l'image. Donc voilà, Dockerfile tout simple, tout basique, rien de compliqué. Et tout de suite, ce que je vous propose de faire, c'est de construire et d'observer ce qui se passe. Donc, j'ai mon petit Dockerfile, hein, comme j'ai dit, qui est là, et nous allons le construire. Docker build -t test de point. Hop. Ah non, j'ai oublié un truc, pardon. Ce qui se passe, c'est que moi, sur mon ordinateur, donc j'ai déjà lancé la construction une première fois, donc forcément j'ai du cache. L'idée, c'est de faire comme si je n'avais jamais lancé cette construction. Donc on va annuler le cache et voir donc ce qui va se passer. On regarde que tout de suite. Forcément, il fallait que là, tout tombe en panne. L'effet démo, hein, on connaît, on a l'habitude. C'est pas grave, on va ignorer le problème, on va contourner. Ah, bon, ce n'était qu'une fausse alerte. Je ne sais pas pourquoi, la première fois, l'installation n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur cette première construction d'image? Faisons comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Sur cette construction d'image, on observe qu'il y a eu l'étape d'apt install et d'update qui a pris beaucoup de temps, qui a fait beaucoup de log, beaucoup de travail. Et finalement, en étape 4, qu'est-ce qui s'est passé? On a un petit fail et on me dit ah, il manque un fichier. Oui, c'est vrai. En 4e étape de mon Dockerfile, j'avais dit que je copie un fichier depuis le host. Eh bien, très bien, il me le manque, donc cette fois-ci je vais le créer et je vais pouvoir relancer la construction de mon image. Et cette fois-ci, je vais utiliser donc le cache, puisque j'ai lancé une première fois, je vais pouvoir bénéficier du cache qui a été créé à la première construction, et on va tout de suite voir la différence. Ah tiens, c'est drôle, cette fois-ci, l'étape 2 qui avait pris beaucoup de temps a été instantanée. C'est simple, la construction d'image a pris 2 secondes, alors que tout à l'heure, rien que l'étape 2, ça avait pris une bonne quinzaine de secondes. Mais alors, pourquoi? Eh ben, c'est tout simplement parce que cette fois-ci, Docker a utilisé le cache. Et on va revenir en mode présentation, et on va rapidement voir ensemble, décrypter ensemble, déchiffrer ensemble les logs vis-à-vis de ce cache. Donc, ce qu'on va, c'est sur cette deuxième exécution. Tout d'abord, pour le from, on n'a absolument rien téléchargé, l'image était déjà présente en local. Et enfin, en étape 2 et en étape 3, on voit donc ce petit using cache que Docker nous affiche, qui indique donc qu'il n'a pas eu besoin de réexécuter cette étape. Tout simplement parce qu'il l'avait déjà exécuté une première fois. Donc il m'a dit, non, je vais gagner du temps, cette fois-ci, hop, on vient. Donc ça, c'est le cache. C'est ce qui permet à Docker de gagner du temps lorsqu'on est construit plusieurs fois des images. Autre chose qui est intéressant sur cette construction d'image, c'est qu'on voit qu'à chaque étape, si je fais un Docker history, on voit ici ce qui s'est passé pour chacune de mes étapes dans le Dockerfile. Un ID dans la colonne de gauche qui s'appelle image a été généré, rattaché à chaque fois à quelque chose que j'ai demandé de faire. Donc ça se lit de bas en haut. Donc en bas ici, toutes les premières instructions correspondent au from Ubuntu que j'ai demandé de télécharger. Et ensuite on remonte, on voit ici le apt, le workdir, le copy, etc. jusqu'à arriver à la dernière commande de cmd. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à gauche, les ID sont appelés images. Et en fait, si c'est appelé image, c'est tout simplement parce que chacun de ces ID, donc si je fais mon Docker history de ce test, chacun de ces ID, en fait, est une image. C'est une image de conteneur que je peux instancier. Hein, donc, si je vais, par exemple, à l'étape du workdir, donc à l'étape où je n'ai pas encore récupéré, par exemple, le fichier file1, et que je fais un docker run -it
de cet ID, je me retrouve dans un conteneur, il a bien réussi à lancer un conteneur, et dans lequel le dossier MyApp, il n'y a rien. Parce qu'à cette étape-là, l'image qu'il a construite, il n'y a rien. Et si j'exécute les suivantes, hop, cette fois-ci, le fichier existe. Donc, quand Docker construit une image, en fait, c'est ça qu'il fait. C'est qu'à chaque étape que vous lui avez mis dans le Dockerfile, il construit une nouvelle image. Et petit à petit, à la fin, la dernière image ici qui est créée, c'est votre image complète. Et d'ailleurs, si hop, on retourne ici, donc si on observe bien, par exemple, l'image sur laquelle je me suis basé, Ubuntu 04, le dernier ID de sa liste est bien l'ID qui correspond à l'image ID quand on cherche pour l'image Ubuntu 19.04, par quoi il est identifié par Docker. Et c'est exactement pareil aussi pour mon image. Je reprends mon petit pointeur laser. Si je fais mon Docker history, je garde mon Docker history sur ce test, donc l'image que je viens de créer, que je regarde, donc le dernier ID qui a été généré ici dans la liste d'images, je le retrouve en image ID de ce que j'ai construit à la fin et ce vers quoi ça va pointer quand je vais vouloir faire mon Docker run, ce test. Donc ce test, tout simplement, ça pointe vers le dernier ID qui est généré dans toutes mes étapes de ma construction d'image. Mais alors, récapitulons un peu comment s'est passée cette construction. Et dans mon Dockerfile, ici à gauche, pour chaque étape, on va prendre par exemple le copy. Docker a dit ok, très bien, tu veux faire un copy. Eh bien, moi, ce copy, je te dis que la référence de cette image que je viens de créer par rapport à ça, c'est AE, 6A, etc. Et hop, je l'ajoute dans la liste des ID qui vont composer l'image finale. Pareil pour LS, on suit le parcours, on a bien un FDAEA, hop, et on le retrouve à droite. Toute cette construction avec toutes ces étapes, c'est ce qu'on va retrouver à droite ici, donc en lisant de bas en haut. Et à chaque étape, ce que fait Docker, c'est se demander, est-ce que je l'ai déjà exécuté? Est-ce que je l'ai en cache? Si oui, je ne la réexécute pas, sinon, je la réexécute. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment Docker sait à l'avance s'il doit exécuter une étape ou non? Donc, comment en fait il détermine si le cache est valide ou non? Pour l'utilisation du cache, il y a deux règles que Docker utilise. Première règle, c'est la séquence d'étapes. La règle sûrement la plus simple, c'est-à-dire que si jamais vous changez une étape, vous modifiez une étape ou l'ordre des étapes dans votre Dockerfile, à la première modification que Docker va rencontrer, donc ici par exemple on avait le from, le run, le workdir, tout ce que j'ai fait c'est inverser workdir et run. À la première modification que Docker va rencontrer, donc au workdir, Docker va invalider le cache et tout relancer. Donc je n'ai pas changé les commandes, ce sont les mêmes commandes, mais étant donné que ce n'est pas le même ordre, Docker se dit « Ah, il se peut que le résultat final soit différent, puisqu'on l'a fait dans un ordre différent, alors moi, je relance tout. » Et c'est exactement pareil si j'avais juste changé ici la commande run, et au lieu d'installer curl, j'avais installé, disons, vim, tout pareil, il aurait invalidé le cache, et il aurait tout relancé à partir du run. Donc ça, c'est la première règle, basée sur la séquence d'étapes. Deuxième règle, c'est pour un copy ou un add. Le copy ou le add, donc c'est différent. Ça va servir à ajouter un fichier dans le file system de mon image finale. Un fichier qui va se trouver sur le host ou alors sur Internet. Pour le copy, donc, là, ici, ce qui va se passer, c'est que quand Docker va rencontrer le copy, il va dire, OK, le fichier 1, il fait un checksum dessus et il dit, est-ce qu'il a été modifié par rapport à avant? Donc, je peux ne pas avoir changé ma ligne copy. Si jamais file 1, qui contenait coucou avant, contient désormais salut entre deux builds, au deuxième build, Docker va être capable de dire « Ah, il y a eu un changement de contexte, le fichier que tu me demandes de copier a été modifié, donc j'invalide mon cache, et à partir de copy, je vais recommencer à tout exécuter. » Il y a un dernier point que je voulais souligner, qui n'est pas une règle pour l'utilisation du cache ou quoi que ce soit, mais plutôt un cas particulier sur lequel je m'étais posé la question. Puisque copy, il est capable de déterminer si le fichier qu'il doit récupérer a changé ou non, je me suis demandé, et si dans un run, on écrit dans un fichier depuis une fonction aléatoire. Donc là, j'appelle rand, donc c'est non déterministe. À chaque exécution de ce run-là, j'aurai un résultat différent qui va donner un file system différent. Est-ce que pour ce genre de choses, Docker va être capable de le détecter et de se dire « Ah ben non, j'invalide le cache quand je tombe là-dessus ». Eh ben non, pas du tout.
le run, peu importe ce qu'il fait, écrire un fichier, qu'il soit déterministe, pas déterministe, Docker s'en fout. La seule règle qui existe sur le run pour invalider le cache ou non, c'est est-ce que l'instruction que tu me demandes de jouer a changé. Donc là, si j'exécute deux fois d'affilée le même run, la deuxième fois, Docker va tout simplement utiliser son cache. Et le from dans tout ça. Ah oui, on n'en a pas parlé. Le from, c'est une instruction un peu particulière. Le from, il sert à télécharger une image qui existe déjà pour se baser dessus. Ça va permettre d'avoir un file system de base qui est celui de l'image dont on fait référence dans le from. Et la règle là-dessus est très très simple. C'est soit l'image n'existe pas en local sur le poste qui fait le Docker build, et alors Docker télécharge l'image, soit elle existe et Docker ne retélécharge pas l'image. Ça veut également dire que si vous utilisez un tag letTest par exemple, donc un tag où des mises à jour peuvent être poussées régulièrement, si vous faites 2 fois un pull sur un tag letTest à 1 mois d'intervalle, il se peut que vous retéléchargiez une nouvelle image. Bah, si vous mettez dans un from un tag letTest et que vous construisez votre image à 1 mois d'intervalle, par défaut, Docker n'ira pas vérifier si une mise à jour a été faite dans le Docker Registry. Il dit « Ah, j'ai trouvé un tag letTest sur ton ordinateur local, donc moi je modifie, je vais pas plus loin, je vais pas chercher, je la garde. » Il existe un paramètre pour dire « Va vérifier s'il te plaît s'il y a une mise à jour », mais par défaut, si l'image il la trouve en local, il ne la retélécharge pas. Alors, on va revenir donc là-dessus. Donc maintenant qu'on sait un peu mieux comment Docker identifie si oui ou non il peut utiliser son cache, il y a peut-être autre chose que vous avez remarqué de différent entre le parcours rouge et le parcours bleu clair. C'est que lors du parcours bleu clair, à cet endroit-là, il y a eu une petite log en plus qui a indiqué Removing Intermediate Container. Et là, on n'a pas encore parlé. Qu'est-ce que c'est finalement que ce Removing Intermediate Container? Qu'est-ce qui est différent entre le run ls et le copy pour que ici, Docker affiche ça? C'est ce qu'on va voir ensemble, mais avant ça, on va devoir rapidement expliquer ce que c'est qu'un layer. Donc, un layer, c'est quelque chose qui est créé par une instruction run, add ou copy. C'est le résultat d'une étape, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que ça va contenir la modification du file system faite par une étape. Et les seules étapes dans un Dockerfile qui modifie le file system sont les étapes run, add et copy. C'est pourquoi ce sont les seuls à créer des layers. Et au final, une image de conteneur qu'on crée, c'est ça, c'est juste une addition, une union de différents layers qui ont été créés lors de ces différentes étapes de votre Dockerfile qui vont construire à la fin un seul file system qui va être votre image. Et quand vous instanciez une image, eh ben, Docker, quand il va lancer votre image, par exemple, il va récupérer tous ces layers, enfin, il va utiliser tous ces layers, il va dire ça, c'est le file system de l'image. Et ces layers-là qu'il utilise, on appelle ça les image layers. Ils sont immuables, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais être modifiés. Et lors du Docker Run, Docker va également créer un autre layer qui s'appelle le container layer, qui lui va être le layer qui va permettre de faire des modifications sur votre file system. Imaginez que donc sur ce layer-là, il y a un fichier qui est modifié lors du Docker Run. Plutôt que de modifier ce layer, Docker va copier le fichier que vous voulez modifier là-dedans pour le mettre dans le layer, dans le container layer, et il fera ses modifications. C'est ce qu'on appelle du copy and write, et tout ça, c'est possible parce que Docker utilise overlay.fs, un file system qui permet justement de créer un seul système de fichiers à partir de plusieurs dossiers différents, par exemple, donc là, tous nos layers. Donc la modification, ça s'appelle faire du copy and write, et c'est très pratique parce que imaginez que vous instanciez 200 fois, 1000 fois la même image pour faire plein de tests, hein, ça arrive de lancer plein de fois en plusieurs jours de dev la même image. Si à chaque fois que vous lancez une image, Docker devait copier tous les layers par défaut en se disant oh on sait jamais, il peut faire des modifications, donc comme je veux garder quand même le template de base, je vais tout copier et
on verra s'il y a des modifications directement sur les layers que j'ai copiés, bah, il va garder la même base qui ne changera jamais et il copiera uniquement ce qui doit changer. Donc vous faites énormément d'économies d'espace, surtout si finalement vous modifiez qu'un seul fichier lors du run ou que vous modifiez aucun fichier, vous utilisez juste ce qu'il y a dessus. Ça permet par exemple, si vous le lancez 1000 fois, d'économiser 1000 fois 200 mégas, donc ça va vite, hein, ça fait du 200 gigas. Vous voyez vite le problème si on est en production et qu'à chaque fois on doit toujours dupliquer tous les layers de nos conteneurs. Donc heureusement, on fait du copy and write et on économise énormément l'espace disque. Mais tout ça, ça ne nous dit pas ce que c'est que ce Removing Intermediate Container. Alors, on sait que Docker, lors de la construction, il utilise le cache pour savoir si oui ou non il doit relancer une étape. On sait que certaines étapes comme run, copy et add créent des layers, donc des modifications du file system. Maintenant, essayons de reprendre ensemble toute la construction de notre image. Donc, première étape ici, Docker, lorsqu'il va faire son Docker build, va télécharger Ubuntu, ou pas s'il le trouve en local. Deuxième étape, on lui demande d'exécuter apt. Et là, on peut se poser la question. Moi, personnellement, j'utilise un Ubuntu. Donc, en fait, je me dis, bon, bah, apt, ça va, je connais, je sais qu'il peut l'exécuter, tout ça. Mais imaginez que vous construisez votre image depuis, par exemple, un CentOS, un Arch Linux. Vous n'avez pas apt. Mais il faut bien que vous puissiez lancer la commande apt. Comment Docker, est-ce que vous avez déjà posé cette question, comment Docker fait pour exécuter une commande apt alors que votre ordinateur, lui, n'a pas apt? Eh bien, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est instancier un conteneur. Et ce conteneur, il ne va pas être instancié au hasard, il ne va pas va pas essayer de deviner de quoi vous avez besoin ou quoi que ce soit. Il va juste instancier un conteneur basé sur l'image ID de l'étape d'avant. Et là, on revient à ce que j'expliquais au début. Chaque ID qui est mis qui est affiché dans la commande Docker History est un conteneur. Et c'est exactement ce qu'utilise Docker pour construire finalement le conteneur final. Il instancie un conteneur depuis le layer qui correspond à l'étape de juste avant. Donc là, en l'occurrence, ça va être Ubuntu 19.04. Et il lance la commande apt dedans. Comme ça, il est sûr que ça va fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que de toute façon, il y avait une incohérence dans le Dockerfile, et c'est normal, et il va falloir que vous modifiez ça. Donc voilà, il instancie un conteneur, il lance apt, et c'est pour ça qu'après, vous avez cette log Removing Intermediate Container. Bah oui, Docker, il fait les choses proprement. Après avoir créé son conteneur, il fait le ménage, il le supprime. Et il fournit un dernier ID, qui est l'ID, par exemple, du layer, qui a été créé par le run, pour dire, bon, bah voilà, tu peux me stocker le résultat de mon run, tu peux retrouver le résultat de ce run via cet ID qui correspond au layer que je viens de te créer. On continue. Ensuite, il y a un workdir. Le workdir, il ne va pas créer de layer, ça sert à changer le dossier de travail. Il ne va pas créer de layer, mais il va quand même exécuter quelque chose. Donc, il va également avoir besoin d'instancier un conteneur depuis l'image qui correspond au layer d'avant. Ce qui va changer le workdir, ce sont un peu les métadatas dans le manifeste de l'image pour dire, ah bah finalement, ton contexte de travail, ton dossier par défaut, ça sera plus, par exemple, le home, ce sera my app. Donc à partir de maintenant, quand tu vas travailler à la construction, tu vas travailler à partir du dossier my app. Et on pourrait se dire, bah, mais si le dossier MyApp n'existe pas, il va bien falloir qu'il le crée, le workdir. Donc il y a une modification du file system. Donc il crée un layer finalement, workdir. Non, pas du tout. Workdir ne crée pas de layer. Il va créer un ID qui correspond donc à une image ID qui va pouvoir être instanciée. Et si jamais vous instanciez cette image ID avec un Docker Run, vous verrez que le dossier existe. Mais donc ce dossier n'aura pas été créé par le workdir. Il aura été créé par tout simplement l'instruction qui suit. Donc si vous faites un Docker Run, ça va être créé au moment où vous allez faire votre Docker Run. Là, en l'occurrence, on a notre instruction suivante dans la construction, c'est un copy. Et donc au moment du copy, le dossier MyApp va être créé parce qu'il sait qu'il doit travailler dans MyApp, et s'il n'existe pas, il le crée. Et le copy, sa particularité lui par rapport à un run ou à un workdir, c'est que lui, il ne va pas avoir besoin d'un conteneur intermédiaire pour être exécuté. Le copy récupère un fichier depuis le file system local de votre machine. Donc votre machine est tout à fait capable de gérer cette action. Il va prendre lui-même le fichier qu'on lui dit de copier pour le mettre au bon endroit, là où Docker s'attend à avoir le layer à la fin.
c'est la machine host qui gère cette instruction. C'est pour ça que sur un copy, comme on l'a vu dans le parcours rouge, vous n'avez pas de remove intermediate container. Il n'y en a pas besoin. C'est là également qu'on voit que l'histoire de removing intermediate container et de création de layer sont deux choses totalement différentes. Vous pouvez avoir une création de layer sans conteneur intermédiaire avec un copy, et vous pouvez également avoir un conteneur intermédiaire sans création de layer comme avec le Warrior. Ce sont bel et bien des notions différentes. C'est tout pour la construction de cette image. On pourrait continuer, mais c'est toujours la même chose. Un run ls, c'est un conteneur intermédiaire, etc. C'est plus très intéressant. On va plutôt passer à la conclusion, et justement, c'est là que je vais vous faire travailler un petit peu. Par rapport à ça, est-ce que Olivier, tu pourrais revenir? Tiens, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais je me demande si Olivier, tu pourrais revenir dans la conversation, parce que je vais poser des questions, et ça serait cool éventuellement que tu puisses me dire dans le chat les réponses en interactif. Au pire, sinon je le fais tout seul. Mais allons-y pour la première question. En attendant qu'Olivier arrive, s'il est prêt, s'il est là. C'est vrai que je ne l'ai pas prévenu à l'avance. Donc, oui, ça y est, je suis de retour. Ah, te voilà. Alors, on va reprendre depuis le début et on va essayer de prédire ensemble ce qui va se passer lors de différentes instructions. Première question. D'après vous, quel sera le résultat du run ls après donc ces trois instructions? Donc, on garde ce Dockerfile. Donc, il y a bien eu au début le from et le run. Ça, on s'en fout, c'est du détail. Maintenant, nous avons donc un workdir dans myapp, le copy d'un fichier file s1 dans le répertoire myapp, et enfin un run ls. Donc d'après vous, quel sera le résultat? Olivier, est-ce que tu peux me dire s'il y a des réponses dans le chat? Alors, j'ai pas de réponse, donc n'hésitez pas à répondre si vous avez des réponses. Il y a un petit décalage entre le live et le moment où la question est posée, donc on va attendre. C'est vrai. Quelques secondes. Donc, rappelez-vous bien de comment ça fonctionne entre la création d'un conteneur intermédiaire, dans quel type d'étape on crée un conteneur intermédiaire, est-ce qu'il y en a besoin pour un copy, pour un run, etc. Là, en l'occurrence, il faut réfléchir autour du run. Y a-t-il des réponses, Olivier? Si on n'a pas, on va avancer. J'ai une réponse. Juste une seconde. J'ai une réponse, mais je ne l'ai pas vue sur le bon chat, donc je me pose des questions. Quelle heure est-il? On a encore dans le temps. J'ai vu. Alors j'ai Pinpin qui répond, mais qui est sur le chat de K3S, le Kubernetes allégé, mais c'est pas grave. Je vais quand même citer les réponses. Donc il va y avoir un removing container parce que ls ne modifie rien. Ouais, il va y avoir. Alors, ls ne modifie rien. Donc en effet, on va avoir mais il a besoin d'un conteneur intermédiaire pour pouvoir s'exécuter, et conteneur qui va être donc instancié sur l'étape d'avant, le copy. Mais qu'est-ce que va afficher le ls? C'est ça la question en fait. Donc ls, il va afficher, il n'y a pas de paramètre ls, donc il va afficher le répertoire courant par défaut du conteneur qui sera instancié via l'étape d'avant, c'est-à-dire le copy. Et donc là, en l'occurrence, il va afficher le contenu de myapp, puisqu'on a fait une instruction workdir sur myapp, et donc il va afficher file1, le seul fichier qui a été ajouté dans le répertoire myapp. C'était la bonne réponse. Mais en effet, sinon, ls va bel et bien s'exécuter dans un répertoire, dans un conteneur intermédiaire, et donc il y aura bien aussi une instruction de removing intermediate container. Question suivante. D'après vous, après ces deux instructions, donc c'est-à-dire un run cd vers la racine et un run ls, quel sera le résultat que va afficher notre instruction run ls? Donc c'est toujours la même logique. Il faut réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé dans le run cd, quel va être le résultat de l'étape run cd, sachant que ça va encore une fois s'exécuter dans un conteneur intermédiaire, basé sur ce qui s'est passé avant. Donc on est toujours dans la suite, c'est à la suite du run ls, on refait cette fois-ci un run cd et un autre run ls. Donc j'ai une réponse de Pinpin qui me dit toujours file 1, j'aurais dit la même. Exactement, Pinpin, très très bien. Ça va bel et bien afficher file 1. Pourquoi? Tout simplement parce que le run cd/ a créé un layer évidemment, mais cd/ n'a rien modifié. C'est juste une commande bash, donc ça n'a absolument rien modifié dans ce nouveau layer. Ce n'est pas comme le workdir qui lui a fait une modification dans le manifeste et a changé le répertoire de travail courant. Là, à la fin de cd/, on a supprimé notre conteneur intermédiaire, on a créé un nouveau conteneur avec ls, nouveau conteneur qui a pour dossier de travail courant myapp, donc on affiche toujours le contenu de myapp, c'est-à-dire file 1. Dernière question. Et Eric qui avait aussi la bonne réponse. Ah, super. Dernière question.
Cette fois-ci, nous avons dans la même instruction run un cd/ et un ls. Toujours un ls avec aucun paramètre, donc le ls du répertoire courant. À votre avis, cette fois-ci, quel sera le résultat du ls? Que va nous afficher le ls? Alors, je n'ai pas encore de réponse. Est-ce que Pinpin répond toujours dans le chat du K3S? Non, ça y est, il a changé de chat. Ah, il a trouvé le bon. Il a trouvé le bon chat. Mais bien vu de ta part de voir qu'il y a eu des réponses sur un autre chat, c'est pas mal. Oui, j'ai eu des tu notifications. es un très bon animateur. Alors, Pinpin nous dit bin ETC lib, tout ce qui est à la racine. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Moi, je dirais la même. Eh bien, c'est tout à fait ça. Étant donné que cette fois-ci, l'instruction cd/ et ls est dans le même conteneur intermédiaire, parce que nous sommes dans le même run, eh bien, en effet, cette fois-ci, le ls s'exécute depuis le directory racine. Donc, on va bien afficher bin, boot, dev, etc. C'est la bonne réponse. Bravo. Si vous aviez les bonnes réponses, ça veut dire que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit. Donc, c'était clair et que vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit. Donc, je vous félicite. Vous en savez désormais autant que moi sur la création des images Docker. On va faire un rapide takeaway donc sur tout ce qu'on a vu. On a vu que à chaque étape de la construction d'une image, Docker en fait va créer une nouvelle image exploitable avec l'ID de l'étape en question. On a vu que le cache permet de savoir si on doit relancer une étape, si Docker doit relancer une étape de son Dockerfile. À chaque fois, avec les règles de séquence ou de modification des fichiers du contexte, peut-il ou non éviter de relancer une étape? Enfin, on a vu qu'un layer, c'est un morceau, c'est une partie du file system qui va composer notre image finale. Et on a également vu qu'un intermediate container permet de lancer les instructions en run ou de modifier les métadatas de l'image du conteneur, comme avec un workdir. Donc en tout cas, Docker va instancier des conteneurs intermédiaires pour pouvoir lancer certaines instructions du Dockerfile. Et ainsi permettre de créer rajouter des morceaux à l'image finale. Donc voilà, ce sont les 4 points qu'on a vus ensemble. Si ce slide vous a intéressé, je vous invite à faire un tour sur le blog de Publicis Sapient France, qui s'appelle encore Publicis Sapient Engineering, sur lequel vous allez trouver un article en date du 25 mars 2020 sur le même sujet. Ça va vous permettre, si vous souhaitez recoller quelques informations, il y a sûrement aussi des trucs un peu plus détaillés sur le sujet dans cet article. Et je vous remercie d'avoir suivi ce slot. Oui, les petits singes, ça c'est ma petite signature de fin de slot. S'il y a des questions, je vous en prie, posez-les dans le chat et je me ferai une joie d'y répondre tout de suite. Merci Franck. En fait. Merci. Donc, moi j'ai beaucoup apprécié ton talk. Pour l'instant, on n'a pas encore de questions, mais effectivement, n'hésitez pas à les poser. Si je n'en vois pas pour le moment, moi je vais en avoir une. Donc j'y vais. Donc super, déjà j'ai vraiment apprécié le fait que tu détailles un petit peu ces étapes de construction et surtout comment ça fonctionne derrière. Ça permet derrière de pouvoir optimiser aussi la construction de ces builds et surtout un deep dive parce que souvent on voit effectivement toutes ces étapes, toutes ces choses qui se font et donc là ça nous permet vraiment d'aller plus loin. Ma question, c'est ce midi, on a vu Docker BuildX qui permet de construire aussi des images avec des agents qui travaillent avec QEMU pour pouvoir justement construire des images des images cross-platform et également le BuildKit qui nous permet de construire les images un petit peu différemment. Je voulais savoir si tu avais expérimenté avec ça. Et si tu savais un peu comment ça fonctionnait également. Alors, j'ai pas expérimenté directement, mais pour ce qui est pour ce qui est de ces outils, non, je les ai pas trop expérimentés. Je les ai déjà vus. En effet, j'ai vu des stats. Malheureusement, je n'ai pas vu ceux d'aujourd'hui. J'étais pas disponible sur la pause déjeuner, mais j'ai bien prévu de regarder les replays. C'est l'avantage d'avoir tout qui est enregistré. Mais donc non, j'ai pas encore pu vraiment faire la différence. De ce que je sais quand même pour tous ces outils qui vont être compatibles Dockerfile,
globalement, le cache va fonctionner de la même façon et la construction des layers aussi. Je crois qu'il y a des ajouts de features en plus dont on a parlé, enfin, dont certaines personnes ont déjà parlé pendant pendant ce Paris Container Day, notamment la possibilité parfois de lancer des étapes en parallèle, hein, des choses comme ça, des optimisations que Docker ne propose pas encore. Ouais, voilà, c'était BuildKit. Donc je suppose qu'en fait, si BuildKit est capable de déterminer qu'il peut lancer telle instruction ou telle instruction en parallèle, eh bien, c'est parce qu'il sait qu'elles sont indépendantes ou qu'il a aussi des règles de cache qui permettent de dire, bah, ça, de toute façon, je peux ignorer aussi et tout ça. Oui, c'est l'idée. Bon, bah, il restera plus qu'à faire un talk du coup sur BuildKit. BuildKit, c'est pas mal, hein. Ça a l'air très prometteur. J'ai vu d'ailleurs aussi pendant la KubeCon un slot sur comment gérer le cache distribué de BuildKit sur un cluster cube. Parce que aujourd'hui aussi, ce qui est intéressant, c'est de créer des usines de création d'images directement sur un cluster cube, hein, par exemple. Et comment faire quand on a plusieurs machines, hein, ça peut être des dizaines de nœuds, pour garder son cache, notamment par exemple éviter de retélécharger toujours les images parce qu'on change de nœud sans cesse. C'était intéressant. Il y a beaucoup de trucs qui sont faits justement pour continuer de profiter du cache quand on construit des images sur un système distribué. Ah oui. Eh ben, très bien. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. J'ai des remerciements par Pinpin, hein, toujours. Donc voilà. Donc, merci Franck. Merci beaucoup pour. Pinpin ou Pimpin finalement? Est-ce que Pinpin peut répondre en commentaire si on dit Pinpin oui, ou Pimpin? est-ce que c'est Pinpin ou Pimpin puisque tu es là, Pinpin ou Pimpin? Ouais, en effet, là je suis dans le chat et je vois les messages. Ça y est, je suis dans le bon chat, etc. Ouais, c'est rigolo. Et Joseph qui était dans les conteneurs détournés. Ah oui, il est resté là-bas. Pain, donc c'est Pimpin. Pimpin. Alors désolé, Voilà, désolé Pimpin du coup de mal avoir prononcé. Et ouais. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir fait cette présentation. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour la suite du Paris Container Day. Olivier, c'est quoi ensuite? Et effectivement, donc ne partez pas, ou en tout cas vous avez le temps d'une pause de 20 minutes. Hein. On vous retrouve à 19h avec Laurent Grangeot qui va nous présenter les 6 groupes V2, donc de voir les évolutions par rapport aux 6 groupes V1 qu'on connaît. Donc on le retrouve dans 20 minutes. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, on est preneurs. Donc merci à tous, merci d'avoir suivi, merci à l'organisation du Paris Container Day et merci à toi Franck. À bientôt. Merci Olivier, bonne journée à tous.